Voilà la situation de l'Espagne et du sud de la France en l'an 500. C'est-à-dire que ce sont des Goths, des Visigoths, pour ce qui concerne le Roussillon, l'Espagne, le Roussillon et le bas de la France, des Visigoths, et les Ostrogoths, eux, c'est en Italie. C'est en Italie. En 711, les Arabes débarquent à Gibraltar. Ils vont battre le dernier roi wisigoth, Roderick, à la bataille de Ganaï. Et à partir de là, les Arabes vont conquérir l'Espagne et le sud de la France, et plus particulièrement l'essentiel du territoire de Roussillon. Ils monteront par là, ils arriveront à Narbonne, et à Narbonne, ils fonderont une place d'armes qui leur permettra de faire des razzias dans toute la France. Des razzias, c'est le terme arabe d'attaque sur des territoires particuliers pour y faire d'amasser des fortunes, les fortunes qu'il y a sur les terrains que l'on envahit. Et puis ensuite, donc, à Narbonne, ils en font une place forte, et en 737, pardon, on nous a appris, moi en ce qui me concerne, on m'a appris que les Arabes avaient été arrêtés à Poitiers en 732, et c'est en 1937, à la bataille de la Berre, la Berre, c'est sur l'étang de la Berre. Et c'est ce jour-là, le 25 octobre 700, en octobre 737, que Charles Martel arrête et bat les musulmans et les met hors de la France. C'est pourquoi on peut dire. Allez-y, installez-vous. Pourquoi nous entendons enseigner Poitiers? En fait, quand on regarde bien, les Arabes veulent conquérir la Gaule pour s'y installer. Et de l'autre côté, les Francs, c'est-à-dire les Français, veulent, eux, conquérir l'Occitanie. Donc, les batailles qui sont entre les deux symbolisent la volonté de s'accaparer des territoires pour l'expansion des royaumes. C'est pour dire, je ferai des parallèles sur ce qui se passe actuellement, c'est un des fondements de la théorie qui est développée actuellement par certains politiques du grand remplacement. C'est-à-dire que l'on se sert de 732 et de Poitiers pour justifier que les Arabes essayent de prendre et de coloniser
la France, c'est une théorie, hein, une théorie qui ne date pas des élections présidentielles, hein. C'est une théorie qui date d'il y a une vingtaine d'années. C'est l'exemple pris pour dire, bon, mais voilà ce qu'ils vont nous faire, c'est ce qu'ils ont essayé de faire jusqu'à Poitiers. C'était aussi intéressant de faire ce parallèle, là, ce parallèle. Alors, quand on voit ensuite comment les Arabes ayant été mis dehors de l'opposition, on voit quelle est la progression ici, puis ici, puis ici, puis ici. Finalement, c'est en 1492 que l'ensemble des tribus sarrasines ou arabes finissent par être expulsées du territoire espagnol. Donc la Reconquista a duré quand même plus de 400 ans. C'est pas quelque chose. C'était une croisade. C'était une croisade qui était ordonnée par les papes successifs, qui a envoyé les chrétiens pour reprendre le territoire de l'Espagne. Ça s'appelle le territoire de l'Espagne s'appelait Al-Andalus. Al-Andalus. Ensuite, il y a 1135. 1137, c'est une union de l'Aragon et de la Catalogne par le mariage de Pétronille d'Aragon et de Raymond Béranger IV de Barcelone. Cette union constitue une confédération de royaumes, d'ailleurs on y voit Aragon, ici, là, et les comtés vassaux, et les comtés semi-indépendants. Donc, chacun dispose de ses institutions, mais tout le monde se concerte pour promouvoir une politique commune. Le traité de Corbeil, qui est une entente entre Louis XI, Saint-Louis, d'accord, et Jacques Ier d'Aragon. Et il y a une renonciation de terre par Louis XI en échange de terrain qui appartient à Aragon. Et on voit le détail ici des renonciations, c'est-à-dire que Saint-Louis donne ça à Aragon et Aragon donne ça au roi de France. Vous verrez que, effectivement, de part et d'autre de la frontière actuelle, il y a le Roussillon et le Conflent. D'accord? C'est pour ça que l'arrestation montrera les deux Catalognes, en fait. Alors, quelle est la partition des terrains sur le terrain? On peut dire en encerclé à rouge, c'est Major. La France, c'est en bleu. C'est pour vous montrer quelles pouvaient être les implications entre les deux royaumes. Il n'y a rien qui est réellement arrêté. Quand on va sur le terrain
et que l'on voit des bornes avec une fleur lisse, ce n'est pas d'une façon générale ou généralement possible, ce n'est pas les limites du royaume de France, non, c'est les limites des forêts royales. Et on les retrouve sur les crêtes des montagnes, alors que les bornes royales sont différentes. Elles ne seront mises que beaucoup plus tard. Et de cette réunification va naître les 5 fils de Carcassonne, c'est-à-dire que Carcassonne est une place forte qui appartient aux Français et qui s'appuie pour défendre la frontière du côté d'Aragon sur les châteaux de Terne, la Quéribus et puis Laurent. Mais il est comment généralement parler des châteaux cathares. Ils ne sont pas tous. C'est un argument touristique pour dire que ce sont des châteaux cathares. Non, ils ont été occupés à un moment donné par les cathares, mais ils n'ont pas été construits par. Alors, il y a ceux qui sont réputés avec les étoiles rouges, qui ont réellement eu une histoire avec les cathares, et puis des autres qui ont été dans le nom générique de château cathare, mais qui ont eu affaire pour peu avec l'histoire des cathares. Après l'Inquisition, qui finira par l'évêque cathare qui s'appelait Othieu, comme moi, en 1932, il va être brûlé, donc fort longtemps plus tard, tous les châteaux qui ont été repris par le roi de France ont été démolis, pierre par pierre. Ce qui fait que quand vous visitez les châteaux dits cathares, en fait, ils ont été reconstruits en grande partie par Saint-Louis au moment de la nécessité pour lui de se défendre vis-à-vis de l'Aragon. Ensuite, il y a eu les effets du traité de Corbeil. Alors, 7 novembre 1659, le problème du traité de Pyrénées, c'est son article 42. Je vais vous le lire et vous verrez l'ambiguïté qu'il y a dans la rédaction de cet article. Le célèbre article 42 prévoit que les monts pyrénéens qui avaient anciennement divisé les Gaules des Espagnes seront aussi dorénavant la division des deux mêmes royaumes par la crête des montagnes qui forment les versants des eaux. Voilà. Eh bien, il a fallu 2 ans de discussion pour régler ce problème parce que il n'y avait aucune matérialité de la. Quand vous regardez les Pyrénées d'ici, vous voyez des crêtes, alors laquelle crête, quelle vallée, et d'autre part, les seigneurs avaient des terrains qui étaient imbriqués et les packages s'effectuaient
dans les vallées espagnoles ou dans les vallées aragonaises. Donc, c'est 2 ans après, se règle le problème de l'enclave de Lidia, qui finit finalement de solidifier tous les aspects des frontières entre l'Aragon et la France. Ça va? Vous suivez? Bon, ça va y arriver, oui. Système politique, social et économique dominant le Moyen-Âge. Vous entendez? Parle plus fort, Jean-Pierre. On n'a pas les micros. On est derrière et on entend pratiquement pas. Vous n'entendez pas. Il n'est pas très sourd là. On peut Nous, faire parce que les sigles, Je vais hausser le ton. ah, oui. Peut-être que ça va mieux me faire parler. Vous avez ici la démonstration du principe de masculinité, c'est-à-dire la loi salique, c'est-à-dire que les royaumes se passent en trône, les femmes ne peuvent pas être reines titulaires, et le principe de continuité, c'est-à-dire de père en fils. C'est l'organisation de la royauté. Alors, quand vous regardez les éléments ici, vous voyez l'Aragon ici, le comté de Foix ici, et la France ici, on s'aperçoit que par le mariage, qui sont des arrangements pour agrandir ou rafistuler les territoires, la couronne allemande s'allie ici avec le mariage avec Aragon. Le roi d'Aragon, lui, fait un mariage avec quelqu'un de Foix, et le même roi d'Aragon se joint à la branche française. C'est-à-dire qu'ils sont tous plus ou moins parents. Et ça permet de réorganiser les territoires, étant entendu que la femme qui ne peut pas donner héritier, eh bien, elle est répudiée. Elle est répudiée. Parce que la loi de continuité de père en fils n'est pas respectée. Alors vous allez me demander, quand le roi est à la gare, d'une façon générale, c'est la femme qui fait la régence, qui s'occupe, parce que à ce moment-là, dans cette époque-là, tout le monde s'en va avec le roi. C'est-à-dire que tous les conseillers suivent, donc il faut, en bas arrière, il faut s'assurer de la santé. Et c'est la femme qui, d'une façon générale, le fait. Étant donné que les enfants sont jeunes, d'une façon générale, ils ont entre 5 et 16, 17, 18. Ensuite, la vie sociale. Le roi est en haut. Les ducs, les comtes, ensuite les seigneurs, et ensuite les gens. C'est la hiérarchie. Le roi est en haut, plus on descend, moins on est quelqu'un. Et le roi domine les ducs, ici, c'est-à-dire que là aussi, tout est hiérarchisé. Et puis,
généralement, cette société est composée laboratoires, ici, 90% de la population, c'est les paysans. Les paysans à 90% qui justifient par leur action, par leur présence, les oratores, c'est-à-dire ceux qui prient, et ceux qui combattent, les bellatores. Donc, la société est bien divisée. On parlera de tierce terra, de tiers terra, de tiers étape par la suite. Là, il y a le roi, les diplomates, les seigneurs, et puis il y a 90% de gens qui sont à la terre, on va dire. D'ailleurs, le seigneur est propriétaire de tous les biens et de ceux qui y habitent. C'est-à-dire que quand le seigneur est battu par un autre qui prend possession de son terrain, il récupère aussi en même temps le peuple qui se trouve sur ces terrains. Et on peut dire donc que la paysannerie assure aux seigneurs leur statut de dominateur. Sans eux, le royaume n'existe pas. Mais s'il n'y a pas la base dessous pour obéir au chef, ça ne se justifie plus. Les bellatores, ceux qui commandent, ils commandent. Alors, les seigneurs, ils vivent dans des maisons ou des châteaux luxueux, ils mangent pas profaner des bonnes, ils ont une alimentation carnée, essentiellement, et ils ont des occupations violentes où ils font la guerre à un autre État, à un autre seigneur, où soit ils s'entraînent dans des tournois. En fait, à part d'être blessé dans un combat, ils ne risquent pas grand-chose. On peut parler du statut des amoureux, du mariage. En fait, ce qu'il est admis dans les années 1300, que les femmes qui sont délaissées par leur mari, sauf à faire obligatoirement des enfants mâles, et des chevaliers servants, dans le cadre d'un amour courtois, qui permet un jeu d'amour, qui débouche quelquefois avec des relations charnelles, mais le Seigneur est obligé de laisser son épouse faire sa vie de femme. Donc, ce ne sont pas à ce moment-là des mœurs dissolues, c'est comme ça que la société, à ce stade-là, chez les seigneurs, chez les rois, chez l'oligarchie, vit. C'est son principe. Donc, regard, baiser, requête, vous savez, le foulard que l'on donne à la belle au moment où on a gagné le tournoi au cheval, tout ça est accompagné par de belles fêtes avec des troubadours. Les troubadours sont des chroniqueurs de l'époque. C'est-à-dire qu'ils vont de château à château raconter l'histoire. Et d'ailleurs, c'est une source d'information très importante, en même temps que les marchands
qui, eux, font de marché à marché. Finalement, la transmission du savoir et de l'événement, c'est pas BFM TV. C'est, alors, avec toutes les interprétations que peuvent avoir les gens quand ils racontent ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont compris de tous les actes de leur roi ou de leur seigneur, mais c'est la seule façon de communiquer et c'est ces gens-là, les troubadours, les marchands, qui font que l'information circule de village en village. Ensuite, le pouvoir pontifical, parce que là aussi, il y a un pape là, à cette période-là, il n'y a qu'un pape, et il est à Avignon. 50 ans après le schisme, avec 3 papes, un à Venise, un à Rome et un à Avignon. Ils se feront la guerre tous les 3 pour avoir... mais là, il y a un pape. Au pape, il est le gardien des dogmes religieux. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir spirituel qui exerce sur les âmes. Au souverain, le pouvoir civil, c'est le pouvoir temporel. Et pour faire du sou, pour faire rentrer de la des sous, il y a la dîme. D'une façon générale, le 10e des revenus, ça s'applique aussi aux paysans, un 10e des cultures. Et à cette époque-là, en 1285, le pape a 3 problèmes. La reconquête des terres saintes, la 8e croisade, attention, en 1300, Acre va tomber. Saint-Jean d'Acre est le dernier territoire tenu par les armées saintes. À partir de là, les armées saintes seront irrémédiablement battues. Il faut donc reconquérir tous ces territoires-là. Et ça fait l'objet de tentatives de formation de nouvelles croisades. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la conquête d'Andalous, comme on l'a vu. C'est-à-dire qu'il faut sortir les Arabes de la péninsule espagnole. Donc là aussi, ça demande des hommes et ça demande des sous. Ça demande de l'argent, de ravitaillement. Il faut absolument que les chevaliers et troupes que l'on va faire la guerre puissent être nourris, ravitaillés en toutes choses. Donc, il y a l'organisation derrière du ravitaillement. On en reparle d'ailleurs avec le conflit actuel, où on nous parle quelquefois des difficultés de ravitaillement. C'est-à-dire qu'on nous dit les Russes n'ont plus d'essence, ce sont les dépôts d'essence qui sautent, on nous dit les Russes n'ont plus rien à manger, de toute façon ils sont abandonnés. Bon, ça procède de la même façon de faire la guerre. Et ensuite, il y a l'Inquisition. Parce que quand on finit sur le territoire de la France, eh bien, ça passe en Espagne. Jusque dans les années 1450, 1500, il va y avoir l'Inquisition en Espagne. C'est-à-dire éradication
des cathares, des vaudois, tout ce qui s'affranchit des dogmes de la religion, avec quand même, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les cathares considèrent que la façon dont on honore Dieu est mal faite par les chrétiens. Donc, il y a des points d'opposition et là, ils doivent eux-mêmes dire, vous savez, de dire moi je suis pur et à la fin, finalement, les cathares étaient voués à l'extinction parce que comme ils ne pouvaient pas se reproduire, forcément c'est une idéologie qui était destinée à disparaître naturellement parce qu'il y a très peu de gens qui entretenaient cette religion particulière. Le pouvoir temporel, mais comme le clergé ne peut pas tuer, ben, le bras séculier du clergé sera le roi. C'est-à-dire que le curé, dans son jugement, va condamner à l'écartèlement, par exemple, mais lui ne fait que dire au roi, tu l'écartèles. Eux, ils ne touchent pas parce qu'ils ne veulent pas se salir les mains du sang de ceux qu'ils ont décidé. Ça va se regarder d'ailleurs Philippe le Bel qui succède à le Hardy, qui meurt à Perpignan, on le verra tout à l'heure, en 1285, va rentrer en conflit de pouvoir avec le pape, en se disant, moi finalement, je représente Dieu sur la terre, et c'est pas le pape. Et donc il va y avoir entre la papauté et ce roi-là des problèmes réels de conflit entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et ça va même aller jusqu'à la tentative d'assassinat du légat du pape et de magouille au moment de l'élection du nouveau pape. Comme quoi, pourquoi? C'est parce que le roi décide que, extrêmement dispensieux, doit remplir ses caisses. Or, il y a les catholiques, les chrétiens, qui ont de l'argent, les Templiers ont énormément de richesses, et ils décident de dissoudre tout ce système-là pour remplir les coffres du royaume. Sur le terrain, le clergé séculier vit dans la population. Il y a un curé par paroisse. Quand on lit le livre Montaigne qui décrit la vie dans cette petite bourgade de l'Ariège, on s'aperçoit que la vie rurale est finalement très dirigée par le curé, mais un curé qui n'applique pas toujours le dogme de l'Église. C'est-à-dire qu'il couche, il bouffe, bon,
en fait, finalement, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. C'est de là que sort cette expression, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce qui veut dire qu'il s'affranchit de toute règle morale et du dogme de l'Église chrétienne. Finalement, c'est le règne du péché. On tient le peuple par le problème péché. L'enfer, ce tableau est la représentation de l'enfer. Et on dit que finalement, c'est la mort naturelle, qui règle tous les problèmes, notamment ceux des épidémies, des guerres, des famines, et que c'est la mort qui met fin aux maladies, à la pauvreté, aux affres de la vieillesse. En fait, on inculque ça à toute la paysannerie qui, vous le verrez, vit au rythme du calendrier chrétien. Alors voilà. Ensuite, les deux armes redoutables des chrétiens, des catholiques, c'est l'excommunication. Il y a deux sortes d'excommunication, deux sortes. C'est le mineur, ou les gens qui sont excommuniés, n'ont eu accès à l'Eucharistie et pas de sépulture chrétienne. C'est la mineure la plus abordable, disons, par rapport à la complète. Ensuite, on a l'excommunication complète. L'hérésie est une cause d'excommunication et le pape, il excommunie largement, y compris les rois, surtout si les rois s'opposent à la politique qu'il veut mettre en place, ou si le roi s'oppose par exemple s'oppose à la décision du pape de ne pas marier l'un avec l'autre, par exemple. L'absolution est pour pouvoir avoir à disposition des gens qui vont partir à la croisade. Il faut leur donner une contrepartie, des garanties. Alors on les équipe, oui, chaque chevalier reçoit 3 chevaux, et il reçoit 2 valets qui vont le protéger. Il reçoit l'armure complète, ça c'est payé par le roi ou par le seigneur qui réunit ses noces, c'est-à-dire les hommes d'armes, pour aller faire la guerre ou à son voisin ou à un autre État. Là, il est équipé. 40 jours, il doit au roi ou à son seigneur. Et après, il est payé. Ça permet d'ailleurs, comme le trésorier du roi ou du seigneur tient les comptes, on a retrouvé les cahiers sur lesquels sont marquées les diverses sommes qui ont été remises aux chevaliers et aux fantassins quand ils étaient payés, soit par le pape, soit le roi. Ça permet d'ailleurs d'évaluer le nombre de combattants qu'il y avait sur le terrain.
puisqu'ils ont été payés, ils y sont. Ils y sont. Voilà pourquoi. Alors, pour leur dire, il va falloir que tu ailles te battre à mon nom, de la chrétienté, je t'absous. Toi, tes familles, pour tous les péchés que tu as commis et que tu vas éventuellement faire. Ce qui veut dire que, comme ça, les gens sont garantis de ne pas aller à l'enfer, puisqu'ils sont là-dessus. Et il n'y a pas un seul chevalier qui, d'ailleurs, y compris dans toutes les armées qui sont engagées dans le conflit que nous n'avons pas, il n'y a pas un seul chevalier qui est non absous, il ne partirait pas. Et donc il dit, en partant à sa femme, bon, tu peux faire n'importe quoi, nous sommes absous. C'est très important parce que c'était l'appât qui permet aux gens d'aller se battre. Parce que finalement, quand on regarde l'histoire des Rocaberti, c'est-à-dire des comtes qui habitaient le Roussillon, quand ils partaient 2 ans, 3 ans. Ils partaient 2 ans, 3 ans. Il y en a qui même ne seront pas rentrés parce qu'ils sont tués, leur corps a été rapatrié. D'ailleurs, le Masdéou, c'est-à-dire les Templiers, s'occupaient de recevoir les corps des gens qui étaient tués pendant les batailles. Donc, tout est organisé de toute façon pour que tout le monde est quitte. Il faut que tu reconquières Jérusalem, mais si tu n'y arrives pas, de toute façon, tes parents seront absous. C'était une... Bon, je ne pense pas que maintenant, on y arriverait trop. Ensuite, les Templiers à Perpignan et au Masdéou ont eu des tâches très importantes puisqu'ils ont organisé tout le tissu économique de notre région. Là, je parle du Roussillon en particulier. Il y avait deux communautés. Il y en avait une à Perpignan, le palais des Templiers, en 1885, et au Masdéou, qui est un couloir de Perpignan, qui était une commanderie avec tous les deux des missions particulières. C'est-à-dire que à Perpignan, ils géraient le trésorerie du roi d'Aragon, ils avaient donc la possibilité d'avoir accès à toute la trésorerie du roi d'Aragon, du roi de Machotte. Ils étaient donc bien placés et ils géraient toute l'économie de Perpignan. On verra tout à l'heure. Dans cette déclaration-là, je voulais vous montrer une notion qui est actuellement en train d'être disputée en France, qui est une cause juste de la guerre. C'est une notion qui, actuellement,
est discuté à l'occasion de la légitime défense de gens policiers, qui tirent sur les conducteurs. À partir de quel moment il est juste que les policiers ou les gendarmes tirent? C'est un gros débat actuellement. Donc la notion de guerre juste se posait de la même façon en 1987. Il y avait des gens d'armes qui utilisaient des arbalètes et des arcs. Alors, les chevaliers, le clergé et les jacqueries, c'est-à-dire on parlait de jacqueries, c'est les paysans qui se rebellent, mais on les appelle les jacqueries parce qu'à cette époque-là, il y avait énormément de pèlerins qui s'appelaient Jacques. Donc on a dit les jacqueries. Ces trois-là disaient que l'utilisation des arcs et des arbalètes était injuste. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se parer des attaques avec les arcs. Et donc, le concile de Latran a décidé dans les années 1900 de supprimer l'utilisation de l'arme, des armes d'arbalète et de l'arc et des frondes, en disant que c'était une utilisation injuste. Mais c'était prévu pour des armées chrétiennes. Parce que finalement, quand ils allaient, pendant les croisades, se battre contre les musulmans, les sarrasins, eh bien, eux, ils avaient des arcs et des arbalètes. Donc, le concile de Latran avait décidé que cette règle de non-emploi des armes de jet ne s'appliquerait pas contre les Arabes et les Sarrasins. C'est-à-dire qu'il y avait donc une distinction entre la guerre juste contre ceux qui avaient pris les terres saintes aux chrétiens, alors que entre chrétiens, c'était quelque chose qui était interdit. Petit à petit, d'ailleurs, la règle, ça s'était atténué parce qu'il fallait se battre. Mais c'est exactement la discussion qu'il y a actuellement avec l'utilisation des grenades défensives pendant des opérations de maintien de l'ordre. Je précise, de maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre veut bien ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que l'ordre a été troublé, il faut le réprimer, et à partir de là, on peut déboucher sur les meutes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser. On peut imaginer qu'on prive les forces d'ordre, comme les chevaliers de l'époque, des armes qui leur permettent de se défendre, mais se défendre jusqu'où, comment, ça ouvre à toute interprétation, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui est actuellement discuté également avec les grenades défensives, la façon dont on fait le maintien de l'ordre, eh bien, et pas l'ordre public. L'ordre public, c'est une chose, tranquillité publique,
Et alors, le maintien de l'ordre, c'est parce qu'il a été troublé. Donc, quels sont les moyens que l'on peut employer contre les Black Blocs? C'est la question qui est posée actuellement. Si vous diminuissez les gendarmes et les CRS de leurs armes territoriales, traditionnelles, ils ne pourront pas rétablir l'ordre. Or, l'argument qui prévaut, c'est l'ordre doit rester républicain. C'est un problème. Je n'oriente pas mes conclusions. Je vous laisse réfléchir sur le problème qui est de réagir par rapport à des... nous avons vécu les uns et les autres des épisodes où nous étions réellement agressés et nous avons dû, parce que j'étais gendarme, nous avons des événements où nous étions en position d'agresser. Donc nous avons à un moment donné eu à décider dans l'instant de faire des choses qui étaient proportionnées à ce que l'on nous faisait. Alors, la proportion d'un jet de cocktail Molotov, elle est où? Le tir d'une fusée éclairante sur les... Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment faire? Ça ouvre la discussion à toute interprétation, étant entendu que la loi, quand même telle qu'elle est actuellement, laisse la possibilité d'interprétation. Donc ça c'est mauvais. Dès que ça commence à être interprété, parce que nous avons vécu ce week-end un tir avec un mort et un blessé sur un véhicule dans cette partie. Bon, le même jour à Paris, il y a un policier qui se fait renverser par la voiture. Donc là, le gars il tire pour l'arrêter. Bon, vous voyez, d'un côté, il fonce, mais donc il n'y a pas de blessé chez les policiers. De l'autre côté, il y a un blessé. Bon, alors, faut-il attendre d'être mort pour pouvoir utiliser l'arme? C'est assez... Et comme la loi est imprécise sur ce point-là, les avocats se chargeront de trouver toutes les solutions pour défendre les uns et les autres, puisque c'est... bon, on va regarder l'économie. L'économie, parce que tout ça c'est là-dedans. Bon, je reste dans mon roman, c'est-à-dire que moi je décris dans le roman tout ce que la théorie m'a demandé de suivre. C'est-à-dire qu'il faut, comme maintenant, à notre époque, produire, transporter, acheminer et vendre. Il n'y a pas de problème. Et tout le monde, déjà, en 1285, s'organise. C'est-à-dire que organisation en métier, corporation, les artisans, les moulins, les forges, et tout ça, ça fait aussi qu'il y a des mines de fer et qu'il faut extraire le fer, qu'il faut fondre, le donner à la forge pour qu'elle fasse des outils ou des armes. C'est-à-dire tout ce... Bon, il faut organiser la sécurité des déplacements des marchands. Il faut aussi
faciliter la circulation de l'argent. Et ce sont les Templiers qui, en 1285, même avant d'ailleurs, inventent le chèque. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent en liquide, vous le portez au Templier, qui vous donne un reçu. Ce reçu, vous le prenez, c'est plus facile donc à planquer quelque part sur soi, et quand vous vous déplacez, y compris d'ailleurs à Jérusalem ou Saint-Jean d'Acre, vous allez au temple et vous donnez votre reçu, et vous recevez l'argent que vous avez déposé. Ce sont à cette époque-là les Templiers qui inventent ce système qui est l'ancêtre du chèque. Alors, organisation en corporation, et à partir de là, on s'aperçoit que autour du Masdéou, qui est une commanderie du temple, ils sont chargés essentiellement de récolter des levées et de prendre de l'argent pour aller amener cet argent, ce verre, ces chevaux, cette viande du côté de Saint-Jean d'Acre pour approvisionner les croisés. Ça part, tout ça, en fait, la vocation du Masdéou est effectivement d'alimenter les troupes qui se trouvent engagées dans la guerre sainte. Et pour ça, il faut organiser sur le terrain une organisation économique qui permet de récupérer de l'argent ou de l'alimentation, du vin, les mettre sur les bateaux, et puis ensuite les faire partir pour le voyage selon l'état de la Méditerranée, pouvait jusqu'à Saint-Jean d'Acre, pouvait durer 40 jours quand même. Vous avez des bateaux qui étaient équipés pour transporter des chevaux. Donc on suspendait déjà le côté du bateau s'ouvrait, ils étaient fabriqués à Barcelone. Le côté du bateau s'ouvrait, on faisait rentrer les chevaux et on les suspendait par des arrêts. Comme ça, quand le bateau s'agite, et bien, le cheval se balançait, donc il restait toujours, c'est le bateau qui faisait ça, mais lui, il restait droit pour ne pas être balade. Ça, c'est des Templiers qui ont imaginé cette façon de fabriquer les bateaux pour transporter les chevaux. Il y avait des races, parce que c'était comme ça que ça s'appelait les bateaux. On y rentrait 40 chevaux, plus les chevaliers qui partaient, plus le vin, plus l'alimentation. C'était quand même des bateaux qui étaient assez gros, assez gros. Voilà comment ça. Alors après, ils contrôlaient les transitions économiques, comme je voulais. Ils avaient les fous de pain, ils avaient la récolte de blé, en même temps du moulin, et les fours à pain, et sur le chemin, ils avaient toute la chaîne. Je voulais vous présenter Saint-Matthieu, Saint-Jacques et la Réal, qui sont des quartiers médiévaux de Perpignan. Ils ont été construits à cette époque-là selon
architecture qui est très particulière et qui explique pourquoi ces habitations qui sont dans les quartiers médiévaux sont fragiles. Par exemple, la construction en boget ou pigé. En fait, comme il n'y a pas de fondation, d'accord, on construit soit la technique qui permet de modeler de la terre avec de la paille, donc les murs ils sont comme ça, ou ils sont enfermés dans des planches, et passés. Et donc on monte les murs alors qu'il n'y a pas de fondation. Et à partir de là, dans ces quartiers-là, il ne faut pas s'étonner que quand vous enlevez une maison au milieu, tout s'écroule parce que ce sont des murs qui sont en terre et sans fondement. Deuxième astuce, les propriétaires qui achètent leur maison ne sont pas propriétaires du terrain. Le terrain appartient d'une façon générale au temple. Ça s'appelle un achat en ACAP. C'est-à-dire qu'on distingue le terrain sur lequel on va construire de la construction. C'est quelque chose que l'on voit actuellement dans certains lotissements, pour pas que ceux qui acquièrent des maisons dans ces lotissements n'aient pas à payer le terrain, qui représente une somme considérable par rapport à la construction de la maison. Dans certains lotissements, dans certaines communes, la commune achète le terrain et il permet la construction en même temps il y a l'intérieur. Mais donc c'est quelque chose qui se faisait à cette époque-là, notamment dans les 3 quartiers médiévaux de Perpignan. Voilà, en fait, le quartier Saint-Jacques, le quartier, bon, ça c'est, vous les connaissez, si vous êtes de Perpignan, vous les connaissez forcément. Et voilà par exemple l'endroit où se trouvait le temple à Paris, à Perpignan, rue Marie et de l'espace de mission, il y avait 7500 hectares. C'est l'endroit où il y avait la banque du roi de Majorque et le trésorier. Et d'ailleurs, c'est une des premières prises par le comte d'Aragon lorsqu'il est venu à Perpignan pour discuter avec son frère qui était le roi de Majorque, qui lui était allié avec le roi de France. Donc voilà où c'était au fond d'une impasse avec et là c'était le temple. C'est pour vous dire où c'était, tout simplement. Et finir les laboratoires, ceux qui travaillent. Les serfs appartiennent au Seigneur et à sa terre. Ça veut dire que ce sont des esclaves. D'accord? Pardon, les vilains, eux, ils ont la faculté de cultiver un arpent de terre pour faire leur propre alimentation à légumes, ou élever les porcs, comme ça. Et ça s'appelle donc la tenure, ils sont titulaires d'une tenure. Moyennant une redevance au Seigneur, c'est la table. D'une façon générale, c'est toujours un dixième, en fait. C'est-à-dire que je cultive 10 kilos de tomates, j'en donne 1 kilo.
j'ai dit port, ça m'étonne parce que 10 c'était. Mais il fallait donner des morceaux du porc au Seigneur pour lui donner ça. Puis on lui devait des corvées de chemin, d'entretien, de débroussaillage, de bois de chauffage. Ils étaient obligés de travailler Les vilains, eux, ils avaient la possibilité de partir quand ils voulaient. Ils n'étaient pas esclaves. Il fallait qu'ils trouvent 2 témoins qui attestent qu'ils n'étaient pas asservis. Et à partir de là, le Seigneur les laissait passer, les laissait partir. Le calendrier des travaux, je vous l'ai mis parce que c'est rythmé par la lune, par les saisons, c'est rythmé également par les cloches de l'église. Parce qu'il y a des temps de travail, le dimanche on ne travaille pas, le vêpres, il fallait s'arrêter, donc la cloche du village sonnait et il fallait cesser. Donc tout est rythmé par rapport au calendrier de la lune. On ne plante pas telle chose à tel moment, par le rituel chrétien. Ils sont pas loisir de travailler comme ils le veulent. La situation alimentaire des paysans, c'est 3 bases, le pain, le vin et le companage. Le companage, c'est ce qu'on met avec le pain. Mais le plus souvent, c'était le pain, la soupe et ce qui l'accompagne. Ensuite, les céréales sont la base de l'alimentation. Ce modèle de mode de vie est rallié par les seigneurs qui traitent les pauvres de mangeurs de vieux lard. Ça rappelle d'ailleurs un président de la République qui avait parlé des pauvres de 100 ans. L'artisanat, et puis rapidement, donc, puisque tout est là-dedans, en 1262, le grand chef il décide de partager son royaume entre ses 2 fils. Alors il y en a un qui hérite d'Aragon, de la Catalogne et de Valence, l'autre il prend le Roussillon, les îles Baléares et Montpellier. Alors le problème c'est que c'est complètement disproportionné. Donc il y en a un qui est celui de Jean II de Majorque, est très déçu de son père et surtout jaloux de son frère. Et ça va être l'origine du reliement de Majorque au royaume de France. Ensuite, il y a Charles d'Anjou qui s'empare de la Sicile, mais comme la Sicile est à Constance II de Sicile, qui est mariée au Pierre III d'Aragon, le roi d'Aragon, à la mort de Manfred, revendique le territoire de la Sicile. Et il va y arriver comment? Avec un coup d'État
finalement. Là, on voit des espions là-bas, et il faut monter une révolte. Alors, à Palerme, il y a l'évêque national, c'est un soulèvement, une révolte. Parce que, d'un côté, on ne sait pas trop, mais il y a des femmes qui sont fouillées à corps par les soldats, mais de façon peu délicate, et le cri. Ils font un scandale. De l'autre côté de la place, il y a des enfants qui jettent des pierres sur l'armée qui fait du service d'ordre au moment des fêtes précises. Donc, il y a du soulèvement et tous les Français sont assassinés. À Perpignan, il y a Pierre III d'Aragon qui attendait, parce que c'est lui qui a envoyé les espions pour commenter la révolte. Et donc il débarque et fort du fait qu'il est le mari de Constance, ben, il dit la Sicile m'appartient. Et à partir de là, il fait fâcherie avec le pape. Martin lui dit je t'excommune. Et je donne ton territoire, l'Aragon, je le donne au roi de France, le fils du roi de France. Voilà l'origine de la croisade. La croisade qui va être prêchée par Martin IV et qui lève donc des chrétiens de France contre les chrétiens de Roussillon et de la Cadenne et d'Aragon. C'est une croisade de chrétiens contre les chrétiens. Par contre, le roi de Majorque, qui est jaloux de son frère, le roi d'Aragon, il dit peut-être que pour moi, c'est peut-être l'occasion de m'allier avec le roi de France et d'essayer de rendre gorge à son frère qui est le roi d'Aragon. Donc, il signe un traité avec le roi de France le 12 avril 1983, un traité qui se trouve d'ailleurs à la Chambre d'Anjou à Barcelone, dans lequel il autorise le roi de France à traverser le Roussillon pour aller prendre l'Aragon. Et donc, ils vont tenter, les Français, d'envahir le Roussillon et la Calabre. Mais Philippe III le Hardi dit à son fils, quant au royaume d'Aragon, jamais vous n'en aurez un seul point, car notre oncle, le roi d'Aragon, est le roi, et il est plus digne d'être que vous. Et il le défendra contre vous, de telle sorte que vous pouvez bien apprendre que vous n'avez hérité que du vent. C'est-à-dire que même son père dit prendre Aragon, ça va être difficile. Ça va être difficile. Alors, on dit, c'est Montaner, c'est-à-dire un chrono de l'époque, qui dit qu'il y a 17 000 hommes à cheval, 18 000 à pied, une centaine de mille de fantassins, des rondes de va-de-pied qui se payent sur le terrain qu'ils conquièrent, et tout ça, ça va se stationner du côté de Cassonne en attendant qu'il y ait le Roussillon qui soit envahi. C'est considérable. Hein. Alors, on a des décomptes parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a tous ceux qui ont émargé pour avoir touché du pognon auprès du trésorier, celui du roi de France et du pape. Les opérations se dérouleront dans toute zone. Sals, Perpignan, Aisne, Collioure, Le Boulou, ce
sont des endroits où il y a des batailles qui sont très caractéristiques. Le 25 avril, le roi d'Aragon, ça vous ne le savez peut-être pas, mais le roi d'Aragon essaye de voir son frère pour lui dire bon, attends, mais tu as signé avec le roi de France, mais tu es contre moi alors. Hein. Bon, alors il essaie de le voir, il vient au château Major. Il veut essayer une première fois de le voir, il dit je suis malade. Bon, il attend le deuxième jour, je suis malade. Le troisième jour, il dit bon, maintenant je rentre, et donc il force les portes du château pour s'apercevoir que son frère a fui. Et il a fui par des égouts du château. Et c'est quelque chose qui a été découvert il y a une dizaine d'années. Ce n'est pas visible, ce n'est pas visitable. Mais c'est quelque chose qui a été découvert il y a une dizaine d'années. Et ça, c'est la photographie du boyau qui évacue les eaux de cuisine du château. Et il s'en va par là. À Sals, la bataille de Sals, bon, finalement, il ne faut pas imaginer que c'est une citadelle. En fait, l'enceinte de Sals, c'est au mur de 50 cm. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a. Hein. Le mur fait 50 cm de haut, et donc, à Sens, il faudra que la cavalerie française fasse 3 assauts pour prendre Sens. Et il faut mourir tout le monde. Ensuite, ils se pointent vers les Pyrénées parce qu'ils veulent franchir. Alors mettez-vous à la place des espions du roi de France. Voilà ce qu'ils voient sur les crêtes des montagnes. Et donc ils s'en déduisent, bon Dieu, jamais nous n'arriverons à passer. Parce que si vous à chaque feu, si vous mettez 50 soldats, ça fait bientôt 3100 fantassins qui gardent les crêtes de la montagne. Donc, astuce du roi d'Aragon qui envoie 2 ou 3 personnes allumer ses feux et le roi de France qui se fait berner pensant avoir affaire à... C'est un leurre, hein. C'est une intoxication. C'est ce que l'on voit actuellement dans le conflit avec les Russes. Hein. Ils s'intoxent les uns des autres en faisant paraître des choses, en montrant des choses qui ne sont pas réelles. Alors, comme ils n'ont pas pu passer les Pyrénées, ils se retournent sur Elne. Alors là, les troupes, alors c'est un... Non, allez-y, si vous êtes... Ici, Voilà ce que raconte un chroniqueur de l'époque, M. Montaner. Les troupes escaladent les remparts, entrent en force et envahissent la ville qui vient de leur résister pendant 3 jours. Elles se livrent alors à toutes sortes d'excès, pillages, meurtres, viols, incendies, destruction en tout genre. Effectivement, les chrétiens s'étant réfugiés dans l'église, ils brûlent leur voix pour sur le corps. L'histoire se répète. C'est la même chose pour Amour, tout simplement.
Alors pourquoi les violences sont justifiées? Et tout simplement parce qu'ils ont affaire à des hérétiques. Puisque le roi d'Aragon a été excommunié, tout ce qui est sous sa domination est hérétique. Donc les hérétiques ont le Dieu. Alors ils vont passer, mais selon encore une fois une ficelle. Je vous décris ce que Desclos, qui est un chroniqueur de l'époque, dit. L'abbé de Saint-Père de Rhodes se leva et expliqua que le roi de Maroc lui avait beaucoup de bien, il avait fait envoyer un message pour dire qu'il retirerait beaucoup de biens et un grand profit s'ils trouvaient un moyen et s'ils indiquaient au roi de France un chemin pour entrer en Gabelle. S'ils le faisaient, il leur promettait de bénéficier de franchise, c'est des expressions de droit de passer, pour toujours. Mais s'ils refusaient, ils subiraient de grands dommages. C'est-à-dire qu'ils pervertissent les curés pour leur dire montre-moi par où je peux passer les Pyrénées. Et les curés, les quatre, vont effectivement montrer au roi de France et aux sapeurs qui vont à la élargir le passage par où il faut passer pour passer les Pyrénées. Donc une trahison. Le roi de Philippe III s'installe à Saint-Main, mais là, voyez, à Bézanoun, ça c'était le péage, d'accord? Pour ceux qui sont allés à Bézanoun. C'est le péage, c'est par là où tout le monde passait et faisait payer. Là, il abandonne parce que c'est trop gros pour lui. Les troupes du roi de France vont stationner pendant 3 mois devant Jérôme, avec les fièvres de typhus, la dysenterie. Chaque fois qu'ils donnent un assaut, il y a des morts. Ils s'empilent devant les murailles, de telle sorte même qu'ils montent sur les cadavres pour essayer de passer les murailles de... Et parce que quand ils prennent la Gérane, ils profanent la sépulture de Saint-Narcisse, l'histoire dit que quand ils profanent la sépulture, des millions de mouches se sont évadées du cercueil. En fait, les historiens expliquent que les mouches sont dans les carreaux, c'est-à-dire des grosses mouches qui, vous savez, qui s'attaquent aux chevaux et qui les rendent fous. Et c'est un phénomène qui fait que les chevaux meurent, des hommes du typhus, et donc il va y avoir de très graves pertes en hommes devant Jérôme qui ne se livrera finalement que 3 mois plus tard. La bataille navale, les troupes françaises sont ravitaillées par bateau. Donc, tout ce qui concerne, ce qui sert au ravitaillement est attaqué systématiquement par les Aragonais. Non seulement les navires, avec la bataille dite de Fourmigues, et quand ils ont réussi à débarquer l'alimentation, les armes et tout,
tous les convois qui apportent au front tout le matériel nécessaire. C'est ce qui fera perdre Philippe III. Un exemple d'intoxication, le 15 août 85, à l'occasion d'une bataille où ils ont intercepté un convoi. Apparemment, Pierre III d'Aragon est blessé, alors les Français affirmeront que le roi Pierre III est mort à la bataille. Par contre, de l'autre côté, il est clair qu'il n'a pas été blessé. Donc c'est une intoxication comme maintenant. En fait, il n'est pas mort, hein. Il mourra un peu plus tard. Pour finir, je vous montre, ça c'est le côté la Jonquère, avec le col que les Français vont devoir franchir pour rentrer. Alors, sur cette gravure de 18e et 17e siècle, on cherche l'autoroute, le TGV, les centres commerciaux. Voilà ce que c'était au moins au XVIIe siècle. En adoptif. Finalement, il va mourir. Alors, la petite histoire est que il meurt à Perpignan. On va être dans un million, on fait bouillir le corps de telle sorte que tout soit séparé. Divisé en quatre, les chairs sont enterrées à la cathédrale de Narbonne. Un ciseau, il y a ce qu'il faut pour le montrer au public. Les entrailles sont envoyées à l'abbaye sestirière de Vanoé en Normandie. Le cœur est ouvert au couvent des Jacobins à Paris et les ossements rejoignent la nécropole royale de l'abbaye de Saint-Denis. Vous parlez de qui là? Alors, de la Qui parle de qui? Je demande. Ah ben Philippe III Paris, hein. Philippe III de Paris, pardon. Oui, il meurt le 5 octobre 1285 et il meurt à Perpignan. Donc il est marié, il est séparé, chacun meurt dans son os. Voilà. La petite histoire dit qu'on ne sait pas ce qu'est devenu Lyon. Je voulais savoir imaginer. Et il nous laisse les saintes épisodes. Il nous sert du Alors, elles ont été achetées par Saint-Louis à Jérusalem. La colonne a été achetée à Nîmes par Saint-Louis. Et il en donne 4 épines à son fils, Philippe III, qui met dans le pommeau de sa. Voilà. Donc, quand il meurt, avant de mourir, il dit: je laisse les 4 épines à Perpignan. Et voilà où elles se trouvent. Dans l'église la plus proche d'abord du palais royal. Depuis, elles sont exposées et vénérées solennellement le vendredi saint, le 6e dimanche du temps pascal. Ils sortent en procession avec les épines. Le 11 novembre, Pierre d'Aragon mort. Alors, pour sa petite histoire, son corps est inhumé, il est exhumé, la momie était intacte,
elle a permis de savoir qu'il était mort de tuberculose et de reconstituer son visage. Mais long, finalement. Voilà l'histoire de la croisade de 1285. Et tout ça est raconté, non pas comme je viens d'essayer de vous raconter, mais en roman. C'est-à-dire que, comme tous les romans, il y a au-dessus du chapitre d'Amouette en Mouette, des bagarres, des coups de commando qui ont existé, c'est-à-dire que je reste dans ce roman très fidèle à l'histoire, mais je la romance telle que je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque fois que les historiens ne sont pas d'accord entre eux, ben, moi je vais au milieu et j'imagine. C'est le romancier de ce côté-là. Mais c'est très difficile d'écrire un roman historique parce qu'il ne faut pas tromper. Si je vous avais dit que les Arabes sont arrêtés à Poitiers, c'est pas vrai. Donc, voilà. En fait, c'est à la mer, et c'est là que tous ces choses. Voilà.